Bonjour, on se retrouve pour un live spécial Arbitrum, pour ces nouveaux lives Tendance Crypto. Et aujourd'hui je vais vous présenter à la fois ce layer 2 d'arbitre d'Ethereum et aussi donc quelques-unes de ses applications. Donc on revient déjà pour commencer un peu sur ce que c'est qu'Arbitrum. Arbitrum, comme je viens de le dire, c'est un layer 2 d'Ethereum, hein. Vous savez bien que depuis quelques années, à cause des problèmes de congestion que connaît Ethereum et aussi à cause qui est lié au problème de congestion, aux frais de gaz très élevés sur ce réseau, un certain nombre de solutions de couche 2, hein, qu'on appelle les layer 2, se sont développées, hein. La première solution à s'être développée, c'est Polygon, hein, Polygon Matic, même si ce n'est pas véritablement une solution de couche 2, puisque c'est pour l'instant une sidechain d'Ethereum. Dans quelques temps, ça sera véritablement un layer 2 puisqu'ils développent leur ZK EVM. Pour l'instant, en dehors de Polygon, les layer 2 les plus connus sont Arbitrum One et Optimism. En fait, si on regarde plus précisément sur des filamas, on peut voir que depuis quelques temps, Arbitrum a une TVL plus élevée que Polygon, qui est devenu sur les applications DeFi justement le layer 2 le plus utilisé. Et on voit que Optimism est quand même bien placé, hein, puisque il est en 7e position, Polygon en 5e, même si au niveau TVL, on est quasiment à la moitié moins de Polygon, hein. Et puis Arbitrum et Polygon, vous voyez, restent très près, hein, et loin derrière les positions 2 et 3 de la blockchain Tron et de la BNB Smart Chain. Donc si je reviens sur Arbitrum, c'est ce qu'on appelle en fait une solution de couche 2 qui va utiliser la technologie des optimistic rollup, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui se passe pour effectivement passer du layer 2 au layer 1, c'est qu'en fait justement on utilise la sécurité d'Ethereum, donc du layer 1, et en fait de manière régulière la Arbitrum enrobe l'ensemble des transactions sur son réseau et les envoie sur le layer 1. Et c'est ce qui fait que il y a un délai assez long pour rebridger, hein, si on veut rebridger du layer 2 au layer 1, pour une simple raison. En fait, ce système, finalement, hein, c'est pour ça qu'il est dit optimistique, c'est qu'il considère dans un premier temps que les transactions sont honnêtes et que c'est uniquement après coup que justement le layer 1 va ensuite finaliser ces transactions. Donc en fait, il faut le temps de la finalisation, hein, qui peut être long, hein, c'est-à-dire qui peut être de plusieurs jours. Même si maintenant il y a en fait d'autres systèmes, on n'a pas besoin d'utiliser le bridge officiel, celui-ci, qui justement peut être long, hein, pour passer de l'un à l'autre, mais on peut utiliser d'autres bridges, hein, dont je vais vous parler. Voilà effectivement un peu en quoi consiste Arbitrum, hein. Optimism utilise aussi finalement le même système, hein, des optimistic rollup. Il y a aussi les ZK rollup qui commencent à se développer, un ZK Zinc par exemple, qui utilise justement une autre façon et plus rapide pour passer du layer 2 au layer 1. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo, hein. Voilà au niveau de la technologie d'Arbitrum dans ses très grandes lignes. Voilà. Si on regarde maintenant Arbitrum et un peu ses applications, j'en ai déjà parlé dans le live d'hier. J'y reviens. En fait, je vais
laissé tomber toutes les premières applications. J'aurais pu parler de GMX. En fait, pourquoi je laisse tomber toutes les premières applications? C'est que je vais m'intéresser qu'à deux applications dites natives, Swapfish et Radiant. Je ne vais pas m'intéresser aux autres applications qui sont présentes sur un grand nombre de blockchains, Uniswap, SushiSwap, Stargate, j'en parlais puisque ça va nous servir pour bridger, Curve, etc. J'aurais pu parler en effet de GMX, hein, qui est finalement native d'Arbitrum et regarde, d'Avalanche aussi, ce qui est normal puisque c'est la même société qui gère ces deux réseaux en partie. Et donc là, je vais m'intéresser à deux protocoles qui sont vraiment natifs d'Arbitrum. Donc, si on regarde au niveau de la TVL, hein, Swapfish vient juste de sortir. Donc, évidemment, on a une montée de la TVL qui est très très grande, hein. Il est arrivé donc très vite à 32 millions de TVL. Pour rappel, la TVL globale de la DeFi actuellement est autour de 41, 42 milliards. Voilà, pour avoir un ordre d'idée. Et Radiant, effectivement, a fait aussi une belle progression ces derniers temps. Alors, une des raisons qui explique aussi, pour relativiser la bonne santé d'Arbitrum dans l'écosystème DeFi, c'est qu'évidemment, il y a plein de rumeurs euh, sur effectivement la sortie prochaine d'un token, hein, donc, de la part effectivement d'Arbitrum, donc l'ARB. Et justement donc un airdrop possible pour ceux qui utilisent le réseau. Donc en effet, hein, c'est une des raisons qui explique finalement pourquoi voilà, tout le monde finalement, beaucoup de personnes utilisent, hein, les projets d'Arbitrum en espérant pouvoir, grâce à cette utilisation, bénéficier de l'airdrop. L'airdrop d'Aptos, donc à l'automne finalement, qui a été, très bénéfique pour ceux qui l'ont obtenu, a finalement ravivé, hein, la chasse aux airdrops pendant l'automne et donc jusqu'à maintenant. Et donc c'est aussi sans doute une fois qu'effectivement l'airdrop sera passé, hein, s'il y en a un, sans doute que les choses vont changer. Je pense que Polygon reprendra sa pole position au niveau des layer 2. Donc voici effectivement le programme d'aujourd'hui, hein, Swapfish, Radiant. Je parlerai aussi un tout petit peu de KiDAO, qui n'est pas un protocole natif d'Arbitrum. Il doit être listé quelque part, sans doute assez loin. Voilà, ici, pourquoi il est assez loin? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de TVL sur Arbitrum sur ce réseau, mais uniquement parce que finalement le stablecoin de KiDAO, le MAI, est présent sur le réseau et utilisé par Swapfish. Donc pour expliquer un peu ce qu'on peut faire avec son token. Voilà, donc j'en parlerai, j'expliquerai un peu en détail comment ce protocole fonctionne. Donc maintenant au niveau des bridges, donc on a le bridge officiel d'Arbitrum, d'accord, donc c'est relativement simple. Ah oui, je n'ai pas parlé d'Arbitrum Nova, hein, qui n'est pas encore pleinement utilisé, hein, ça va se développer peu à peu. Alors c'est quoi Arbitrum Nova? Ça va être un autre réseau à côté de Arbitrum One qui va être finalement spécialisé dans le gaming. En fait, ça c'est vraiment sans doute que le prochain bull run sera effectivement très très orienté gaming, hein, puisque tous les réseaux, hein, un peu euh, développe la branche gaming. On peut dire que autant le le précédent bull run a justement été un peu le bull run de l'éclosion des NFT, aussi de la DeFi, hein, sur un certain nombre de réseaux. Et même si on a eu effectivement une belle montée de la DeFi sur Ethereum un peu avant. Et sans doute que le prochain sera effectivement euh, le bull run du gaming. Donc on a effectivement donc
Arbitrum qui se positionne. On a aussi cette chaîne, un layer 2 spécialisé dans le gaming, c'est Myria. On a aussi évidemment Immutable X, donc qui est aussi spécialisé dans les NFT gaming. Et puis évidemment en dehors de l'écosystème donc Ethereum et ses layer 2, on a aussi d'autres réseaux qui développent leurs solutions gaming. Je pense à Avalanche avec par exemple les subnets. Je pense aussi à la BNB Chain avec aussi ces 7 chaînes qui vont pouvoir se spécialiser, ça a déjà commencé, pour tel ou tel jeu. Ensuite, autre solution pour bridger, Stargate, donc Stargate développé par Layer 0. Donc Stargate, ça fait partie des bridges nouvelle génération. Alors c'est plus qu'un bridge, en réalité, c'est une solution cross-chain. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut intégrer cette solution directement à des protocoles. Par exemple, c'est ce qu'a déjà fait SushiSwap, c'est donc SushiX. C'est ce qui permet de bridger un token A qui est présent sur la blockchain 1 directement en le swappant en un token B présent donc sur une blockchain 2. Voilà, donc on a effectivement une intégration directement bridge et swap. Voilà. Donc on peut utiliser donc finalement la solution de SushiSwap peut être utilisée aussi comme bridge en un sens. Donc là on peut utiliser Stargate pour bridger, comme vous pouvez le voir. On peut bridger donc de Ethereum, un BNB, etc. Un certain nombre de solutions EVM vers Arbitrum. Au niveau des tokens, on peut bridger un certain nombre de stablecoins. Voilà. Et aussi évidemment de l'Ether et évidemment le token de Stargate. Autre solution donc finalement cross-chain, c'est Axelar, qui est un peu en retard au niveau de l'intégration des protocoles, mais qui est déjà bien utilisé pour passer donc entre les réseaux. Donc on peut, pour aller sur Arbitrum, partir donc d'Ethereum, mais aussi c'est la spécificité de Axelar qui fait partie de l'écosystème Cosmos. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de blockchains Cosmos qui sont présentes. On a aussi Celo, on a aussi donc la BNB Chain, Avalanche, etc., etc. Donc maintenant qu'on a bridgé des tokens sur Arbitrum. Alors je rappelle que on est sur un layer 2 qui utilise le token Ether pour les frais de gaz. Donc il faut bridger l'Ether, sinon vous allez être coincé pour faire vos transactions. Le plus simple, c'est effectivement de transférer directement de l'Ether et ensuite de reswapper en stablecoin. Faites attention évidemment à la liquidité présente pour pas avoir trop de slippage quand vous faites vos transactions. Donc voici Swapfish. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un DEX. Donc c'est pas le DEX qui a le plus de TVL sur Arbitrum. On peut le voir que justement Uniswap et SushiSwap ont plus de TVL. Curve en stablecoin, ou plutôt pas forcément en stablecoin, mais en stable swap, a aussi plus de TVL. Donc, mais dans les protocoles natifs, c'est effectivement le protocole le plus important. Alors, c'est un DEX classique, comme vous pouvez le voir. On a effectivement des pools donc de farming. Donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers des DEX, c'est que donc on a cette partie là où on peut faire le swap et cette partie où on peut poser la liquidité. Poser la liquidité, c'est-à-dire poser deux tokens donc à 50-50, donc avec la même valeur équivalente de dollar au début. Et ensuite, on récupère un ALP token qu'on va pouvoir poser en farming, puisqu'on est au tout début du protocole. Les incentives sont intéressantes sur un certain nombre de projets, comme vous pouvez le voir.
Donc on a donc sur ces poules là, on est à 1600% en APR, 1689 aussi. On est à 900 directement sur le fiche hein, en single staking. Si on prend des poules plus sécurisées, on va dire, donc en stablecoin, on a ici hein, du 27%. On a plus bas, voilà, ici hein, on est à 10% pour du l'USDT, USDC, 10% pour du DAI USDC. Si on prend sur du Ether USDC, on est à 39%. Donc voilà, on est effectivement sur une distribution donc du token de gouvernance assez intéressante pour l'instant. Si on regarde au niveau du token, donc au niveau de l'émission, donc il y a 99 999 999 donc tokens qui vont être émis sur une période de 3 ans avec une émission qui va décroître de 1% par semaine. D'accord. Donc là, vraiment, on est au tout début avec vraiment une grande émission et ça va peu à peu diminuer. Au niveau de la répartition du token, donc on a eu donc le pre-mint, c'est 0,1% de la supply. Et ensuite, donc on va avoir évidemment pour le farming, vous voyez, quasiment donc 79,9%, une très grande partie pour le farming. Pour l'équipe, 7%, c'est plus que raisonnable. Et pour la trésorerie, 13% aussi. Donc voilà, on a quand même un token qui est vraiment largement distribué à la communauté. Donc par rapport à la supply, donc on peut, donc si on regarde le prix, pour l'instant il est à 0,66 $. Donc pour l'instant, hein, si on prenait effectivement l'émission totale, on serait donc finalement à 66 on serait donc à 66 millions de dollars donc en capitalisation. Ça me semble, on va dire pour l'instant, hein, on va dire, vu le contexte du marché, assez élevé. Donc évidemment, il faut s'attendre vu la distribution à une baisse. Donc ne surtout pas acheter directement ce token reward. À la limite, utiliser finalement donc ces taux-là qui peuvent être assez intéressants. Si vous avez la liquidité, ce qui peut être intéressant, c'est d'en poser beaucoup au début pour justement récupérer du fiche, splitter en deux votre reward. Par exemple, voilà, si dès que vous récupérez du fiche, vous achetez la moitié de l'USDC et vous posez donc ici votre justement votre paire de tokens hein, sur la pool de liquidité fiche USDC donc à 1600%. Donc ça peut être un bon moyen de rentabiliser et à la limite si vous voulez continuer le fiche que vous récupérez ici, bah, soit vous le remettez là, soit vous le remettez sur votre paire plus safe, soit vous le loquez hein, pour avoir des rendements plus intéressants comme vous pouvez le voir ici. Donc si vous voulez loquer 14 jours, 30 jours ou 60 jours. Voilà. Pour l'instant, le fiche n'a pas encore d'utilité, donc c'est un token de gouvernance. Il faudra voir effectivement si il pourra être utilisé ensuite sous la forme d'une DAO. On voit qu'au niveau des partenaires, hein, on a effectivement des optimiseurs présents, donc en effet qui permettent d'optimiser les paires en farming. On peut, au lieu de déposer ici vos LP tokens, vous pouvez les redéposer, donc soit sur, donc je retrouve, soit sur Yellow Wolf, soit sur Finance. Autre particularité, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement, il y a un lien vers donc Mon Pèlerin qui est déjà présent, qui permet donc d'acheter directement avec donc un virement ou par carte donc des tokens en fiat. Donc ça c'est intéressant. C'est une solution qui va évidemment se développer de plus en plus
Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis des échanges centralisés, donc de plus en plus de protocoles, donc DeFi, hein, justement, proposent ce passage pour aller donc de fiat au crypto et à l'inverse, hein, pour pouvoir récupérer ensuite des cryptos, des dollars. Voilà. Donc voici pour Swapfish, donc le DEX principal natif, on va dire, et en lending, donc on a Radiant, donc qui est, si on regarde, en concurrence avec donc en lending avec Aave. On est donc Aave à 46 millions de TVL sur Arbitrum et Radiant donc 28 millions, donc évidemment il en a moins. C'est un protocole assez récent sorti donc cet été, j'en avais déjà parlé donc au moment de sa sortie. Donc on, au niveau des taux, les taux ont largement baissé au niveau de la distribution donc, du token. C'était les premières semaines où il y avait justement de bons rendements. Donc là pour l'instant on est sur des rendements qui peuvent paraître bas, mais en fait pour du lending, ils sont corrects. Alors, il faut bien comprendre que effectivement sur du lending, au niveau les rendements ne peuvent être que bas, puisqu'en fait les rendements que vous avez, alors même s'il y a un bonus en distribution d'incentive justement avec le token du protocole, mais si on regarde donc 262 sur le DAI, 1,97, en fait sont liés au rendement des emprunteurs. Il faut que les rendements des emprunteurs soient plus élevés, il y a une part qui revient au protocole. Et évidemment, cela dépend aussi donc là pour l'instant, vous voyez, il y a une sorte d'incitation à emprunter pour une simple raison, en fait, c'est que le taux d'utilisation peut être plus ou moins élevé. Là, il est relativement correct. Vous voyez, finalement, il y a beaucoup de personnes qui empruntent. Hein, il est emprunté à 79%. Si on regarde l'Ether, donc 58%, donc il y a quand même moins d'emprunts vis-à-vis de l'Ether. 79 là, il y en a plus en stablecoin, et si on regarde en Bitcoin, pareil, on est à 54, donc un peu moins. Donc c'est voilà, il faut que du coup, il y a quand même une différence dans tous les cas. C'est ce qui explique effectivement les taux largement moindres quand on pose que quand on emprunte. Il faut que le protocole effectivement soit financièrement safe. Le, le Radiant, on peut le stacker, donc ce token dépôt, qui va permettre de récupérer, donc c'est plutôt ici je pense, qui va permettre de récupérer donc les bénéfices du protocole. Voilà, on peut locker donc Seradiant, donc ce qui va permettre effectivement de récupérer donc une partie de revenus, une partie des liquidations évidemment, des pénalités de liquidation de ceux qui ont emprunté et qui se sont fait liquider. Il y a une partie DAO, donc, où il y a donc, la partie discussion et ensuite les votes. Au niveau de la distribution donc, du token, alors, donc on est donc le token a 1 milliard en supply. Le prix n'est pas indiqué ici. Je vais vite le regarder sur CoinMarketCap. Excusez-moi, je n'ai pas regardé avant donc de commencer. Donc on est à 0,05 $. On est à donc 54 millions si on prend donc toute la supply, et on est qu'à 1,5 million quand on prend la supply actuelle, hein, même si elle n'est peut-être pas à jour. Donc pour l'instant il y en a très très peu, hein, par rapport à 51 millions de tokens.
par rapport à 1 milliard. Donc on n'est peut-être pas effectivement sur la c'est peut-être pas à jour si on regarde. Donc de toute façon, donc on est donc c'était on va dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, on est ici. Donc on devrait être plutôt autour de 250 millions de tokens. Voilà. Et donc c'est uniquement après 2 ans qu'on va avoir donc les 1 milliard. Donc voilà, donc on est au quart, hein, et on aura dépassé la moitié. Donc au bout de 8 mois, donc ça va quand même assez vite. En gros, ça va assez vite jusqu'ici, hein. On est donc au bout de 12 mois, on dépasse les 3 quarts. Et par contre, c'est la deuxième année où là, ça va aller plus lentement. Au niveau de la distribution, donc les incentives donc sur donc ceux qui font des dépôts et des emprunts, donc c'est 50%, donc qui sont distribués assez vite, hein, dans voilà, les premières semaines. On a une incentive pour la poule 2, donc c'est celle-ci en fait, j'avais confondu, donc on est à 90%. Qui est une pool Radiant Ether, donc c'est pour les fournisseurs de liquidités. Donc en fait il faut aller sur SushiSwap, faire sa pool de liquidité, et ensuite la pool la stacker ici. Donc évidemment on prévient qu'il y a un risque d'impermanent loss puisqu'on est sur un token reward qui peut être assez important. Si on regarde au niveau de la capitalisation, en effet on est encore sur une capitalisation assez élevée pour ce genre de token, surtout que Radiant est pour l'instant encore un petit projet. Je pense que au-delà de 10-20 millions, hein, c'est surcoté, donc on peut s'attendre encore à ce que ce soit divisé au moins par entre 2 et 5, hein, selon moi. Donc c'est pas un token dans tous les cas à acheter. Donc c'est pareil, hein, il faut le farmer en utilisant le protocole dans un premier temps, même si on a des APR qui sont quand même assez intéressants, et je dis bien APR, donc évidemment on peut les remettre dans la pool pour effectivement optimiser. Donc voilà, c'est évidemment c'est à réfléchir au niveau des risques que vous êtes prêts à prendre à ce niveau-là. Donc voilà pour Radiant. Voilà. Alors la particularité de Radiant, comme je l'ai indiqué, c'est qu'il va utiliser Stargate pour développer une solution cross-chain. Pour l'instant, il n'y a qu'Arbitrum qui est disponible, mais le prochain marché qui va être ouvert, c'est la BNB Chain. Alors, quand je dis que ça va être une solution cross-chain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déposer vos tokens sur une blockchain, Arbitrum par exemple, que vous allez poser en collatéral. D'accord? Donc effectivement, voilà, le DAI, on peut l'utiliser comme collatéral. Ça veut dire quoi qu'on peut l'utiliser en collatéral? Ça veut dire que justement, vous allez pouvoir, donc grâce au DAI, emprunter ensuite un autre token, par exemple de l'USDC. Donc, simplement, l'USDC, vous n'allez pas être obligé de l'emprunter sur Arbitrum. Si vous avez déposé votre DAI sur Arbitrum, vous pourrez à terme emprunter directement sur la BNB Chain. Donc on a effectivement une sorte de bridge intégré qui permet en effet d'aller emprunter donc sur une blockchain autre que celle où on a fait le dépôt. Ça va en fait, l'idée derrière cela, Avossi développe une solution cross-chain, hein, dans sa V3, ce qu'il appelle le portal. Et la solution, effectivement, pourquoi faire ça? C'est évidemment pour éviter le gros problème de la DeFi actuellement, c'est la fragmentation de la liquidité. On est vraiment, tous les protocoles développent justement des solutions, hein, vraiment il y a plein d'innovations pour optimiser l'usage de la liquidité, hein, dans les DEX effectivement. L'idée effectivement d'avoir une liquidité concentrée sur les protocoles de lending pour pouvoir
déposer et emprunter donc sur des blockchains différentes pour éviter, au lieu qu'on ait de l'Ether un peu partout sur le layer 1, sur tous les layers 2, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement on en a besoin pour pouvoir déposer en collatéral, etc. En fait, autant laisser la plus grande partie de l'Ether sur le layer 1, même si on a besoin pour les frais de transaction sur le layer 2, et ensuite on peut directement emprunter de l'USDC sur Arbitrum grâce à cette solution cross-chain. Donc voilà, ça va éviter la fragmentation de la liquidité. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que quand on n'a pas assez de liquidité pour swapper entre les blockchains, eh bien on va avoir des slippages qui vont être trop importants et qui vont être évidemment qui vont faire grimper les prix des swaps. Pareil pour les bridges, s'il n'y a pas assez de liquidité, ça va être compliqué pour rebridger vers la blockchain native du token. Donc voilà, la fragmentation de la liquidité, ça peut être un grand problème finalement pour la circulation des tokens donc, au sein des blockchains et de leur utilisation. C'est pour ça que tous les protocoles développent ces solutions. Alors, je vais finir maintenant par KiDAO. Donc KiDAO qui n'est pas directement une solution un protocole d'Arbitrum, comme vous pouvez le voir, il est présent sur une dizaine de blockchains. Donc la dernière c'est Ethereum, donc il s'était développé déjà sur beaucoup de layer 2, mais aussi, comme vous pouvez le voir, la BNB, Phantom, Moonbeam, Moonriver, Avalanche et Harmony. Donc dans d'autres blockchains EVM, il est que sur les blockchains EVM. Mais il y a donc deux vaults sur Arbitrum. On peut poser de l'Ether ou on peut poser du Bitcoin. Alors, je rappelle le principe de finalement de KiDAO, c'est qu'on va faire un dépôt. Donc, on fait en premier. Alors, je n'ai pas d'Ether sur ce wallet, donc je ne vais pas pouvoir vous donner un exemple. Mais on fait un dépôt donc en Ether ou en Bitcoin et on va pouvoir emprunter du MAI. Donc le MAI c'est le stablecoin de KiDAO en échange. Alors évidemment attention, on a un minimum de 130% à avoir entre donc ce qu'on dépose et ce qu'on emprunte pour ne pas être liquidé. D'accord, on est en quelque sorte sur un protocole de lending à ce niveau-là. D'accord, on emprunte du MAI en déposant de l'Ether ou en déposant du Bitcoin. Ici, il n'y a pas d'incentive sur ces tokens donc sur Arbitrum, sur ces vaults sur Arbitrum. Si on regarde tous les vaults, puisque je suis sur KiDAO, je vous explique un peu le fonctionnement. On a une série, on peut avoir effectivement des incentives. Vous voyez, c'est indiqué ici. Et c'est indiqué, vous voyez ici, il faut que donc le ratio soit entre 160 et 405% pour que on gagne donc des rewards. Donc ça va être en Ki, le token de gouvernance de KiDAO. Petite précision, donc on peut staker le Ki, donc qui va permettre effectivement de récupérer une partie des revenus du protocole et de participer à la gouvernance donc sous forme de DAO uniquement sur Polygon. Donc il faut toujours faire attention évidemment à bridger ces qui gagnaient sur telle ou telle blockchain pour les remettre sur Polygon si on veut vraiment participer au protocole. Donc comme on peut le voir, donc il y a un certain nombre de volts. Donc là c'est sur Polygon, mais aussi sur Metis. Bon, c'est quasiment c'est fini. Donc là il est intéressant ce qu'il y a eu un partenariat avec Kyber Network il y a peu de temps, donc les taux sont très très intéressants. Euh, donc voilà, c'est tous ces volts là où il y a des incentives. Alors au niveau, donc vous voyez, c'est principalement effectivement sur Polygon pour l'instant, qui est un peu c'était la blockchain de départ de KiDAO, donc c'est un peu aussi leur blockchain privilégiée. Sauf effectivement s'il y a des partenariats, il y a encore, vous voyez aussi un partenariat avec Metis DAO, donc les incentives sont effectivement assez intéressants. Ici sur Optimism aussi, qui est lié aux quêtes d'Optimism. Donc
où là effectivement on a des taux qui peuvent être aussi assez intéressants. Là on a un énorme taux effectivement sur Fantôme, sur effectivement le sushi. Alors, pourquoi effectivement j'ai pris un peu de temps pour parler de ces taux, c'est que justement, en fait, la partie DAO est très dynamique sur qui est DAO. Donc, le plus simple pour vraiment participer à cette DAO, c'est d'aller sur leur Discord. Et vous allez voir ici, donc il y a un Discord très très complet, hein, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de salons. On va avoir donc des salons par blockchain, aussi évidemment un salon donc par pays, le plus des salons donc internationaux sur différents thèmes, mais aussi, je voulais m'arrêter là-dessus, on a des salons vraiment de discussion sur la gouvernance. Donc là, on est effectivement, c'est la proposition 177, donc KiDAO existe depuis plus d'un an, quasiment un an et demi, et donc on a déjà 177 propositions, donc c'est-à-dire qu'on est quasiment à 10 propositions par mois. On peut voir, c'est ici donc les propositions. Vous voyez ici, on a la proposition 177. Et donc si on va sur le Discord, ça permet de discuter avec les autres membres de cette proposition. Voilà. Donc on est vraiment dans une DAO très dynamique. Et l'importance effectivement, donc, comme vous pouvez le voir ici, donc sur la 75 par exemple, qui donc l'idée était d'ajouter du ST Ether comme collatéral pour le mail. Ça, donc en fait on va discuter justement à chaque fois où est-ce qu'on va mettre les incentives, quel volt on va rajouter, quel blockchain on va rajouter. Donc en fait les holders du key vont vraiment avoir un rôle pour la distribution finalement des incentives, de l'avenir du protocole. Et là on est vraiment dans un protocole qui a vraiment cherché justement la décentralisation et une activité vraiment très forte de la DAO. Hein. C'est, je trouve assez exemplaire par rapport à d'autres protocoles qui prétendent être décentralisés, où finalement la communauté se contente d'adouber la décision du protocole. Là non, on est dans un protocole vraiment où il y a un dynamisme dans la participation de la communauté. Donc même si on est à la limite d'Arbitrum, hein, puisque comme je vous l'ai dit, finalement en fait, finalement, la communauté n'a pas trop insisté sur Arbitrum pour l'instant. Hein. Il n'y a que 2 tokens et il n'y a pas d'incentive dessus. Mais ça peut changer. Donc, effectivement, si vous voulez vous intéresser à Arbitrum et si vous avez du qui, vous pouvez effectivement essayer d'orienter voilà, la distribution des incentives vers Arbitrum. Et puis, il peut y avoir des partenariats avec des protocoles d'Arbitrum et KiDAO pour la distribution d'incentives. Il peut y avoir effectivement des incentives, comme je vous l'ai indiqué, qui viennent donc pas simplement de KiDAO. Par exemple, sur Métis, Métis DAO distribue du Métis donc, sur un certain nombre de volts. Vous voyez ici, par exemple, sur le Métis, il y a une partie de Métis distribuée. Sur le Volt, donc Wrapped Ether aussi. Et donc je finis sur Arbitrum, que je retrouve voilà, ici. Donc on peut emprunter donc du mail, et donc je reviens effectivement sur SushiSwap ici au niveau donc du farming. Donc on a ici, comme vous pouvez le voir, 2 pools en farming, donc à 19% pour donc là une pool donc de stablecoin, hein, du MyUSDC, et on a à 34% pour du MyEther. Donc on peut tout à fait, si par exemple on a donc de l'Ether ou du Bitcoin, on peut le déposer donc sur KiDAO, donc pour minter du My, et ensuite redéposer ici. Donc comme je vous l'ai indiqué, donc par exemple on peut, si on veut prendre peu de risques en impermanent loss, on peut mettre ici sur le MyUSDC, ici récupérer soit
ce qu'on gagne le réinjecter effectivement directement dans cette pool, soit s'en servir pour rembourser le mail si on veut. On peut aussi couper en deux donc ce qu'on a gagné pour le mettre sur une de ces poules, hein, même si pour profiter des taux très élevés, ou alors encore plus le staker. Voilà, donc il y a différentes solutions pour optimiser ces rendements. Attention toujours effectivement à ne pas être liquidé sur KiDAO et de l'impermanent loss sur effectivement ces poules de farming, plus dernier risque à prendre en compte, comme je vous l'ai dit, sans doute que ce token va voir son prix baisser hein, dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, on est à un prix, je pense qu'il ne pourra retrouver si le protocole fonctionne bien qu'en période de bull run. Là, effectivement, il est encore surcoté. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Arbitrum avec une émission plus longue que je ne pensais, hein, puisque je vais essayer de faire des émissions d'une demi-heure, mais voilà, je voulais prendre le temps de parler donc de ces deux protocoles pour l'instant natifs phares d'Arbitrum. On verra dans les prochaines semaines si ils gardent effectivement leur position, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre d'autres protocoles natifs, donc Camelot aussi, hein, que j'avais parlé effectivement sur Twitter, donc qui est un nouveau DEX, Shell Protocol aussi, donc pour l'instant qui sont encore loin derrière, mais effectivement qui viennent aussi de sortir. On verra effectivement comment ils évoluent. En lending, on n'a pas vraiment en protocole natif d'Arbitrum, on n'a pas vraiment de concurrent à Radiant et apparemment donc Ryan va garder effectivement cette position et comme vous pouvez le voir il est quand même assez près toute proportion gardée hein, mais voilà on est à plus de la moitié de Have donc effectivement je pense qu'il gardera cette pole position en protocole natif d'Arbitrum. Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé donc cette vidéo vous pouvez la liker, je vais faire un replay sur YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner donc sur les deux chaînes hein, maintenant, sur Twitch si vous voulez suivre le direct et sur YouTube pour le replay. Merci, au revoir.